le contact. Et la fête de Pâques, pour moi, c'est la venue du Christ en Galilée. Et cette fête-là marque en fait une joie, la plupart du temps dans les églises catholiques, la plupart du temps aussi dans d'autres églises. Je souhaite en même temps une meilleure fête à toute ma famille, ma mère, ma femme, mon frère, mes sœurs et à toutes mes connaissances du monde entier. On garde le contact. Lundi, à la découverte de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Mardi, utilité et avantages de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Mercredi, le hip-hop a-t-il un bon avenir en Afrique? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Bonjour, excellent lundi de Pâques à tous, madame, messieurs. Il y a du nouveau dans le système éducatif ivoirien. Il s'agit de l'entrepreneuriat scolaire, qui est une importante innovation dont le développement dans le système éducatif a été autorisé en Conseil des ministres du 13 janvier 2015. Donc, c'est vraiment nouveau et l'on aura l'occasion d'en parler avec M. Efimbra Nicolas, qui est le directeur de la vie scolaire. Madame, Monsieur, il s'agit là de rendre notre enseignement moins théorique et l'orienter vers la pratique. Alors, soyez prêts à recevoir des informations concernant cette innovation, mais aussi, vous pouvez poser vos questions et aussi vos préoccupations. Le directeur en lui-même, il sera là en personne pour répondre à vos différentes préoccupations. Cette émission a une tonalité africaine, vous le savez. On salue toutes les capitales. On ira du côté de N'Djamena retrouver Sonia Niamke, si tout se passe bien du côté de la technique. Elle aura des news à nous donner depuis le Tchad. Et aussi, tout le lundi en 15, Sarah Touré est avec nous. Et cette semaine, elle nous parlera des femmes soldats du Bénin, du Dahomey, voilà, du Bénin. Elle aura certainement l'occasion de souligner de deux traits l'importance des femmes dans le développement du continent africain. Les femmes ont également joué un rôle très important dans l'accession à l'indépendance, comme le souligne M. Seydina Chérif Ahmed dans son œuvre La dictature culturelle. Il demande à ce que les femmes reprennent les bâtons de pèlerin pour que les choses aillent pour le mieux sur le continent africain. Et notre ami Internet est là, M. Patrick Ndiakan. Bonjour Patrick. Bonjour Mohamed, bonjour téléspectateurs et bonjour aux internautes fidèles. Nous allons commencer par les généralités concernant le lundi des Pâques. Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est lundi de Pâques, c'est l'occasion de dire bonne fête de Pâques et surtout bon lundi de Pâques à tous les téléspectateurs. En effet, le lundi de Pâques est le lendemain du jour de Pâques, c'est-à-dire aujourd'hui. Il faut préciser que cela est variable parce qu'il n'y a pas de date fixe. Par exemple, cette année, vous constatez que le lundi de Pâques, c'est ce 6 avril 2015, alors que l'année prochaine, ce sera par exemple le 28 mars 2016. La fête de Pâques se déroule depuis les tout premiers, je veux dire la fête du lundi de Pâques se déroule depuis les tout premiers siècles pendant toute la semaine qui suit les dimanches de la résurrection. Voilà, cette semaine porte les noms de semaine de Pâques ou octave de Pâques, comme vous le constatez juste devant votre écran. Par exemple, en Orient, cela s'appelle la semaine du renouveau. Et il faut dire que cette semaine était fériée dans certaines régions, sinon dans certains pays comme la France et beaucoup de pays européens et aussi en Afrique, mais à l'exception, je veux dire, de la Russie et du Portugal qui ne respectent pas forcément ce jour. Alors, il faut retenir surtout que après les 7 jours douloureux et dramatiques de la passion du Christ, autrement appelé la semaine sainte, le jour de la résurrection, c'est-à-dire le premier jour d'une nouvelle semaine, inaugure un temps nouveau de paix et de joie. C'est en guillemets, comme vous le voyez, en 8e jour, destiné à durer toute une semaine de 7 dimanches et à préfigurer une éternité paisible et radieuse. Voilà, et ce que nous savons, c'est que le lundi de Pâques tombera toujours sur nous, parce que c'est lundi et en l'état actuel des choses, oui. Tous les lundis nous sommes là, donc chaque lundi de Pâques, on est ici présent. L'année dernière, on était là et cette année, on est encore là. Voilà. Madame, Monsieur, installez-vous confortablement. Les choses vont démarrer dans quelques secondes.
Les visages féminins qui ont joué un rôle dans l'histoire du continent africain et qui continuent de jouer un rôle de première ligne dans le continent africain intéressent Sarah Touré tous les lundis en 15. Sarah Touré, vous n'êtes pas la seule en tout cas à souligner cela, mais c'est très bien que cela se fasse remarquer ici sur ce plateau. Seydina, dans la préface de son œuvre, dédiée l'œuvre entière aux femmes africaines, il a pensé à Ségolène Condé, la mère de Sundiata Keïta, Sogona Kamara, la mère de Samori Touré, Sarah Jane Richard, la mère de Marcus Garvey, c'est votre homonyme, hein? Marguerite Sankara, la mère de Thomas Sankara, Ndate Yala, la mère de Sidia Léon Diop, Alice Nko Zola, la mère de Steve Biko. Beaucoup de femmes qui ont joué des rôles dans l'histoire du continent africain et vous avez pris la balle au bon. Vous vous intéressez à ces visages et à ces noms parce que l'histoire ne fait pas facilement référence à ces noms-là. Successivement et dans l'ordre, nous avons parlé de la reine Ablapoku, la mère des Fela. Nous avons parlé également de Nyedega de Burkina Faso. Et puis la dernière en date, la Kenyane Wangari Maathai qui nous a quittés le 25 septembre 2011. Oui, elle s'est battue dans le noir. Oui, elle a eu le prix Nobel de la paix en 2004. Et elle a fini par être dans l'administration au Kenya. On a fini par la reconnaître. Elle a eu rang de ministre. Exactement. Aujourd'hui, vous nous amenez au Dahomey. Oui, au Bénin, les femmes soldats du Dahomey sont fortes. À travers l'histoire de ces femmes soldats du Dahomey, nous nous rendons compte que les femmes savent forcer le respect. Et cette troupe d'élite nous vient du Dahomey. Rapidement, on va nous rappeler que le royaume du Dahomey est un ancien royaume africain situé dans le sud-ouest de l'actuel Bénin, entre le XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Alors, le roi Ouégbadja, donc, qui gouverne de 1645 à 1685, est le troisième roi du Dahomey, qui est donc censé être à l'origine de la création du groupe qui devient ensuite les Amazones. Et donc, le fils continue, il prend l'histoire du groupe en main, il développe le groupe du garde de corps en une milice et les utilise avec succès pour vaincre le royaume de Savi en 1727. Alors, elles sont aussi appelées Mino, ce qui signifie nos mères, hein. C'est comme ça que l'armée masculine du Dahomey les appelait. C'est en langue fon. Et à l'époque du roi Guézo qui gouverne de 1818 à 1858, le Dahomey se militarise de plus en plus. Elles sont dotées d'uniformes, d'une formation rude pour montrer à quel point elles étaient prises au sérieux. Elles étaient entre 4000 et 6000 femmes. Elles représentaient carrément environ le tiers de l'armée du Dahomey. Alors, comment elles étaient enrôlées? Soit de force ou volontairement. De force, quand les parents se plaignaient ou leur mari se plaignait par exemple du comportement, elles étaient envoyées chez le roi, enrôlées de force, elles étaient mises à l'épreuve, donc elles s'entraînaient pour montrer à quel point les femmes aussi pouvaient faire partie du régiment. Je pense que ça a servi d'exemple aux femmes béninoises. C'est là-bas qu'on a les mamans Ben. Ah ben oui. Elles se prennent en charge, elles ne sont pas à la charge des hommes. Hein. Oui, elles nous l'ont encore prouvé hein, sous le règne du roi Béanzin. C'était le 11e roi du Dahomey. Elles ont combattu, elles s'entraînent. Et puis, selon des sources, l'armée française perd plusieurs batailles. Non pas à cause des hésitations, parce qu'au début, quand ils venaient en guerre, ils étaient étonnés de voir toutes ces femmes. Ils se demandaient bien, est-ce qu'elles allaient faire le poids? Est-ce qu'elles pouvaient nous vaincre? Hélas, heureusement pour nous, les femmes, elles ont réussi à faire tomber cette armée française. Et puis, finalement, avec l'aide des légions étrangères, la France a fini finalement par abattre toutes ces Amazones du Dahomey qui meurent en 1979. Je vais dire, le nom d'Amazon a disparu, mais elles ne sont pas toutes mortes. Elles ne sont pas toutes mortes, on espère. Sinon, elles sont appelées Mino, nos mères. Nos mères, voilà. Qui donnent de la vie. Qui donne la vie. Alors, c'est une information très importante alors pour la gente féminine actuelle. Hein. Les femmes ont été en uniforme, elles ont été sur le front pour libérer leur territoire. Donc, ça veut dire que si quelqu'un tente de vous faire croire qu'un homme est au-dessus de la femme, vous pouvez, avec cet argument,
faire balancer les choses. Seydina, quelque chose à ajouter à cela? Je pense qu'il y avait aussi ces jeunes femmes aussi au Ghana qui ont infligé, comment on appelle ça, des défaites à l'armée anglaise, à l'armée coloniale anglaise. Ces femmes avaient comme pour devise les hommes au champ, les femmes à la bataille. Voilà. Très bien. La devise c'était ça, les hommes au champ, les femmes à la bataille. Pour démontrer que, je l'ai dit souvent sur ce plateau, que l'émancipation de la femme, on n'a aucun problème, la femme africaine n'a aucun problème avec cette histoire d'émancipation de la femme. Et j'invite les associations, surtout les associations africaines, qui luttent pour l'émancipation de la femme. Moi, je leur demande tout simplement de revenir à l'histoire de l'Afrique et à la tradition africaine. Elles vont découvrir que la femme a toute sa place. La femme a toute sa place. On pouvait bien garder ce cap-là, mais on est allé décrescendo jusqu'à ce que la femme se considère aujourd'hui comme, je vais dire, la seconde. Hein. Justement, je pense que... première place, elle attend des choses de l'homme. Voilà, je pense que la femme, autant la femme donne vie, elle donne la liberté et le développement. Je pense que les femmes africaines ont combattu, elles ont arraché l'émancipation, elles ont arraché la liberté et l'indépendance. Mais malheureusement, je pense qu'elles ont baissé les bras quand nous avons obtenu les indépendances. Elles ont laissé le pouvoir aux hommes et elles se sont retirées. Bon, moi, je pense que c'est pour ça que jusqu'à présent, le développement de l'Afrique tarde. Il faut que les femmes reviennent devant, il faut que les femmes reviennent devant, il faut qu'elles arrachent le pouvoir, il faut qu'elles gouvernent, il faut qu'elles puissent conduire l'Afrique à un bon port. Un bon discours. Hein. Dans l'œuvre, vous dites ça de cette façon. Les femmes ont beaucoup lutté pour l'abolition de l'esclavage. Elles ont lutté contre toutes les formes de discrimination. Les femmes africaines ont lutté contre la pénétration coloniale. Au Sénégal, la reine résistante Ndaté Yalambog a été la première à tenir tête à Faidherbe en 1850. Et enfin, elles ont lutté pour l'obtention de l'indépendance du pays. Une fois l'indépendance obtenue, les femmes ont démissionné, malheureusement. Ouais. Et vous trouvez que c'est dommage aujourd'hui? C'est dommage, c'est très dommage. Parce que moi, je pense que c'est par rapport à cette démission-là qu'aujourd'hui, l'Afrique est toujours dans la précarité. Femme, lève-toi. Hein? Oui, femme, lève-toi. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment démissionné parce que quand on regarde bien autour de nous, quand on observe bien, on constate qu'il y a des femmes leaders qui continuent donc à se battre pour que les droits de la femme soient respectés. Oui. L'équipe de production de Hangar Le Contact en est une parfaite illustration. Réalisée par une femme. Les caméras sont tenues par des femmes généralement. Voilà. Les assistantes sont des femmes. Je pense que nous, on est bien placés pour comprendre ça. Petit à petit, je pense qu'on sera encore plus présentant. C'est par rapport aux lignes que vous avez soulignées dans le livre de Seydina, c'est juste une remarque que je fais. Alors, est-ce que finalement la lutte ne revient pas aux femmes et la gestion après la victoire revient aux hommes le plus souvent? C'est ce qu'on remarque. On parle des Amazones dans la lutte et à la gestion du pouvoir par Béhanzin, par exemple. Vous avez pris des exemples par rapport à la lutte qu'a effectuée ces femmes pour les indépendances. Une fois obtenue, la gestion encore revenue aux hommes. Est-ce que ce n'est pas là-bas que les femmes sont plus efficaces dans la lutte pour obtenir quelque chose? Il veut dire que c'est comme l'armée au pouvoir, par exemple. C'est-à-dire une armée faite pour défendre le territoire et vous voulez qu'elle s'intéresse à la gestion de la chose publique. Voyez-vous, les femmes ont eu plusieurs occupations. Hein. Il y avait des femmes militaires, il y avait des femmes leaders, comme il y avait des reines. Oui. Donc, autant il y avait des femmes dans l'armée, il y avait des femmes aussi politiques. Abla Poku, pour moi, c'était une femme politique, c'était un modèle de femme politique qui a démontré que... Symbolisé par le fait qu'elle ait lutté pour permettre à son peuple d'être libéré. Et après, on n'a plus entendu véritablement Abla Poku. Attention, si, elle a démontré... C'est avec tact qu'elle a évité un bain de sang. Elle a évité un bain de sang. À un moment précis, je veux dire. À un moment précis, oui. Voilà l'intelligence de la femme africaine. C'est-à-dire qu'elle pouvait aller au front. Elle pouvait amener son armée au front, son peuple au front. Mais elle a décidé avec sagesse pour dire que non, j'évite le bain de sang. Mais c'est cette politique d'Abla Poku qui a permis au peuple baoulé d'exister aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et même la Côte d'Ivoire a eu 2 présidents baoulés. Donc nous pouvons dire que ces 2 présidents baoulés, c'est Abla Poku qui les a donnés à la Côte d'Ivoire. Pour dire que la femme pense beaucoup au futur, au lendemain. Par rapport aux hommes. Voilà, elle a bien compris que la guerre, ce sont les 3 camps. Quand avancer, quand rester sur place, quand reculer. Voilà. On va conclure, Sarah. Pour dire que la femme sait négocier, elle sait aussi se battre pour obtenir ce dont elle a besoin pour se développer. Il faut faire confiance à la femme. Nous sommes l'épaule. C'est vrai que Seydina dit, oui, la femme, on ne la sent pas, on la sent. Mais seulement, elle sait aussi revaloriser l'homme, parce que l'homme a sa place. Donc, il ne faudrait surtout pas confondre l'émancipation et la soumission. Non, mais ce n'est pas aussi la faute à la nouvelle génération. Si il y a eu des crescendo dans l'état d'esprit de la femme, il y a beaucoup de facteurs exogènes qui expliquent cela. Merci Sarah, dans 15 jours. On se retrouvera pour une autre femme historique. Avec la même coiffure?
Avec la même coiffure, sait-on jamais, elle t'a plu, on dirait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous êtes sur le direct de On Garde les Contacts. Vous pouvez réagir via le téléphone 22 42 54 et aussi via Facebook. On Garde le Contact facebook.com/on garde le contact, Patrick Ndiakan. Et vous pouvez en tout cas poster vos réactions. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat scolaire qui est une importante innovation dont le développement dans le système éducatif ivoirien a été autorisé en Conseil des ministres depuis le 13 janvier 2015. Il s'agit là de rendre notre système éducatif moins théorique. Patrick Ndiakan, ce week-end, la toile a bougé un peu dans un sens que tout le monde a compris. Hein. Le Kenya a été frappé par un drame. Les internautes ont fait la comparaison avec le drame qui a frappé Charlie Hebdo. Certains internautes trouvent que la solidarité a été molle comparativement à la solidarité qu'il y a eu lors du drame de Charlie Hebdo. Effectivement, c'est la remarque qu'a effectué pas mal d'internautes sur la toile. Il y en a tellement, Mohamed, que ce ne sera pas trop intéressant de numérer une personne en particulier, mais il faut retenir que les gens ont plutôt qualifié cela contre un massacre, contre l'intelligence, parce que premièrement, vous savez que les universités sont le temple du savoir et de l'avenir d'une nation. Aujourd'hui, nous venons de voir que peut-être la relève africaine a été supprimée. Alors, ils ont tout de suite condamné le fait qu'il y a eu moins de soutien comparé à Je suis Charlie qui s'est passé autrement, sur un autre continent de la part de certains Africains. Et ils appellent leurs frères africains à montrer un peu plus de solidarité envers ces massacres qui ont subi le Kenya. Il s'agit là d'une discussion, d'une opposition entre internautes concernant ce drame-là. Les gens trouvent que certains internautes ont rapidement changé les photos de profil en Je suis Charlie et ont été vraiment lents à le faire dans le cas de Kenya. Or, il s'agissait là d'un nombre plus important de disparus, 147 morts comparativement à 12. Et de l'autre côté, des étudiants qui n'avaient rien à voir avec la politique. Et d'un autre côté, des journalistes contre lesquels les assaillants avaient quelques griefs. Alors, les internautes se battent. Si vous allez sur la toile, vous allez voir que les sentiments vraiment tournent du miel au vinaigre, selon qu'on se situe d'un côté ou de l'autre. Seydina, vous avez vu cet échange-là? Vous avez assisté à ça ce week-end quand même? Il y a plein de jeunes qui vont poser des questions sur Internet, mais comme je n'ai pas l'habitude de répondre à des questions sur Internet, c'est pour dire toujours, je l'ai dit tout ainsi, qu'il faut que l'Africain comprenne, quel que soit son degré de responsabilité dans sa nation, que son prochain, c'est l'Africain d'abord. Son prochain, c'est l'Africain d'abord. Voilà. Donc il faut que l'Africain puisse comprendre ça. Une fois qu'on comprend que mon prochain, c'est mon voisin africain, c'est mon frère africain, je pense que toutes ces histoires vont finir. Maintenant, je pense qu'un peuple aussi qui est en sécurité, c'est un peuple qui est aimé par son chef. Alors, il faut que, je le dis, il faut que nos chefs d'État, il faut que nos chefs, nos responsables, nous démontrent par A plus B leur amour pour nous. Leur amour pour nous, qui sommes les citoyens, leur amour pour nous, qui sommes les sujets. Voilà. Donc, il faut, d'ailleurs que chers compatriotes, démontrent véritablement l'importance des compatriotes aux yeux de ces chefs d'État. D'accord, c'est illustré par une bougie sur la toile et je pense que Fatou va présenter cette bougie-là. Mais il y a eu des réactions côté kenyan. Je pense qu'il y a eu l'arrestation ou la même issue sur les 4. Un autre est recherché. Je pense que il y a de l'action. Il y a de l'action. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là aussi. Moi, je n'ai pas trop ce sentiment parce qu'au Kenya... Et 3 jours de deuil décrétés... Bon, Mohamed, ce n'est pas suffisant parce qu'on tue l'Afrique. Parce que quand on tue des étudiants, on tue le développement de l'Afrique. Parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup pour l'éducation, pour l'école, pour l'université. Ça, je le dis tout le temps. Alors, on ne peut pas permettre que des gens puissent... ou bien, on ne peut pas, de manière facile comme ça, ne pas mettre, comment on appelle ça, un dispositif de sécurité aussi puissant auprès des universités, sachant que le Kenya est un pays quand même qui est vulnérable par rapport au terrorisme et autres. Là. Moi, je pense qu'il faut que les écoles, les universités, comment on appelle ça, les grandes écoles, en tout cas, il faut qu'il y ait de la sécurité là-bas parce que les étudiants, les élèves, c'est l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Mais c'est vrai qu'il n'y avait que 2 gardes, selon ce qui a été rapporté par France 24. C'est là-bas qu'on a eu l'information en premier.
Merci beaucoup à Seydina, on compatit toujours, hein, la flamme reste allumée. On vous annonce la présence sur ce plateau de M. Efimbra Nicolas, le directeur de la vie scolaire. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite un excellent lundi des Pâques. Merci à vous. Voilà, on va découvrir avec vous l'entrepreneuriat scolaire ou l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Les généralités nous seront données et l'utilité également sera donnée. Merci d'être là. Les brèves, c'est pour tout de suite et maintenant. On reste collé au lundi des Pâques pour vous présenter cet élément qui a trait à la religion. Digistar de la cellule Meg-Vie était en anniversaire. Les fidèles étaient sur place. Je pense que l'appel de l'homme de Dieu a été vraiment entendu. Madame, Messieurs, on vous passe ici les temps forts. Avec toi, Seigneur, des exploits. Avec toi, Seigneur, des exploits. Avec toi, Seigneur, vers ton amour, vers ta puissance, vers ton esprit. Je suis Maman Koudouignon. Je suis dans le conseil des sages au siège. Concernant Papa Djigui, bon, ce que je peux dire, c'est un homme de Dieu formidable. Y a-t-il une bonne nouvelle? Effectivement, il y avait une bonne nouvelle parce que j'ai compris que le peuple était en train de prophétiser sur celui qui allait venir. Jean-Jacques Domoro, voilà, artiste-chanteur. Je suis un ex-collègue de Pasteur Digui qui est aujourd'hui Digui de Jésus. Alors j'étais là au départ, au début de comment dirais-je, la cellule, lorsqu'on a commencé le premier culte jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Je peux vous dire que vraiment Dieu se manifeste à travers le Pasteur Digui. La cellule Meg la Destinée existe depuis 2 ans. Et aujourd'hui c'est le jour de l'anniversaire, la date d'anniversaire de la cellule, ainsi que moi aussi mon anniversaire. Donc nous fêtons aujourd'hui cet anniversaire pour dire merci à Dieu pour combien de fois il a fait de grandes choses dans notre vie. Et ce soir je veux dire merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées ce soir, parce que c'est un grand jour pour nous. Et je vais bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, son éminence l'archevêque Kodjagi Vincent. Celui-là même par qui Dieu est passé pour me révéler. Et je veux lui dire merci du fond du cœur. Voilà, il est artiste, hein, il faisait du rap. Son nom d'artiste c'était Dictat La Menace. Aujourd'hui, il est homme de Dieu. Son nom c'est Digistar, Seydina Chérif Ahmed. Vous avez vu beaucoup d'artistes sur place là-bas. C'est une entrée des artistes dans la religion que l'on doit saluer. Doit-on s'en réjouir ou est-ce que vous marquez quelques inquiétudes par rapport à ça? Je veux dire une église spécialement consacrée là aux artistes. On n'a que des artistes. Comme pas de religion en Afrique, les Africains tombent en transe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher à la religion. Mais il y a beaucoup de choses qu'on voit et que franchement je vais m'abstenir de commentaires parce que... mais il se rapproche, il se rapproche déjà de Dieu. C'est à saluer déjà. Écoute, moi je peux, comme on appelle ça, me rapprocher de Dieu. Ce n'est pas obligatoire que je crée une mosquée ou bien une église pour être chef de cette mosquée ou bien d'être chef de cette église. On a l'impression que des gens qui tentent des aventures quelque part, dans la musique ou bien dans le commerce, quand ça ne marche pas, ou bien des gens qui ont été emprisonnés, c'est en prison que Dieu leur parle, c'est dans les galères que Dieu leur parle. Quand ils viennent, ils construisent des appartements là, commencent tout de suite à escroquer les gens, et puis au fur et à mesure, voilà, que ça devient des hommes de Dieu. Des gens qui souvent ne connaissent pas réellement la Bible ou bien le Coran, parce qu'il y a la théologie qui existe. On n'a pas été sur place, on n'a pas été sur place, on ne peut pas vraiment aller, non, on ne peut pas forcément aller dans votre sens. Je sais que j'étais à l'école avec des gens, on a eu le bac ensemble, qui sont partis continuer les études de théologie au Sénégal ou dans d'autres écoles. Si ceux-là reviennent pour dire qu'ils sont des hommes de Dieu, moi je peux peut-être tout de suite les suivre, mais je ne peux pas voir quelqu'un qui est dans la musique ici, du jour au lendemain, qui devient pasteur, ou bien qui était dans la musique du jour au lendemain, qui devient imam. C'est difficile à comprendre.
L'Africain doit... Arrêtons de prendre des manteaux de religieux pour escroquer les gens. D'accord, bon, les mots sont peut-être pas choisis. Ben, vous nous ouvrez une parenthèse, peut-être qu'on aura l'occasion de poser le problème ici, un de ces quatre. Ça s'apprend, ça s'étudie. La Bible s'étudie et le Coran s'étudie. Ça s'apprend. Il y a des écoles, il y a des universités pour ça. Il faut que vous pouvez nous dire que je suis homme de Dieu ou bien chef religieux. Il faut avoir fait des études de ces livres-là. Il ne faudrait pas être en prison que Dieu t'a parlé, ou bien dans la galère que Dieu t'a parlé, et puis venir escroquer les gens. Regardez des voitures dans lesquelles... En attendant, on va leur souhaiter joyeux anniversaire, leur souhaiter un bon lundi de Pâques, en attendant de rentrer dans ces considérations-là. Mais comme tout le monde est sur le territoire ivoirien, on aura l'occasion de certainement faire un face-à-face. Voilà. L'émission Baïnat s'est retrouvée du côté de la Riviera 2. Nous restons toujours dans le registre de la religion pour célébrer la fête de Pâques. Et c'était là par anticipation, parce que ça s'est fait quelques jours avant Pâques. Écoute, viens avec moi. Bon, je dis merci à Radio Côte d'Ivoire d'avoir pensé au messager du Christ. Je dis merci au Seigneur, merci aussi à notre modérateur, Honoré Conan, et à tous nos bergers. Merci à tout le monde. Bonne fête de Pâques à la Côte d'Ivoire aussi au monde entier. By night. Vraiment, j'ai aimé, j'ai apprécié. Ça sort du cadre. Une émission radio en live, je n'ai jamais vu. Baïnat a choisi en plein jour de Pâques vraiment de célébrer le Seigneur avec les artistes. C'est un moment merveilleux que la radio Côte d'Ivoire à travers Baïnat s'unisse à la religion vraiment pour célébrer le Seigneur. Je suis vraiment contente pour cela. Nous souhaitons une très bonne fête de Pâques et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu descende sa paix de grâce sur la Côte d'Ivoire. Au niveau de la fraternité, les messagers du Christ, la Pâque, comme tout chrétien, la Pâque est la plus grande fête des chrétiens. C'est l'essentiel de notre foi qui se manifeste au travers de la Pâque. La Pâque qui signifie pour nous la scène de Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection. Monsieur le directeur, ça fait le deuxième élément concernant la Pâque. Quelle est votre approche de cette fête religieuse? Bien, merci. Je voudrais dire que la Pâque, qui célèbre un peu la mort et la résurrection du Christ, pour moi, une espérance apportée au monde, une espérance d'une vie meilleure, une espérance de paix, de fraternité, une espérance d'une éducation qui porte l'homme à devenir un artisan de développement et de paix. C'est le sens réel de la prise sur lui de tous les péchés du monde et puis de sa mort, de sa résurrection. C'est le véritable sens pour moi. Le débat commencera dans quelques minutes. Le temps pour nous de porter à votre connaissance que le Syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire, ce syndicat a jugé utile de mettre de l'ordre au sein de la corporation. Le lancement d'une opération baptisée le langage des cheveux a été fait la semaine dernière du côté de Yopougon. On était sur place pour vous. Voici notre compte rendu. Le secteur de la coiffure et de l'esthétique connaît des difficultés qui retardent son éclosion. C'est pourquoi
le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'ONG Modeb, ont décidé d'organiser un concours de portée nationale dénommé Langage des cheveux, édition 2015. Parce que c'est une bonne chose que nous sommes en train de faire, parce que nous allons aider les uns et les autres de pouvoir réussir les missions qu'ils sont en train de faire, parce que la coiffure c'est un art, c'est vraiment de l'art, et c'est vraiment dommage que par rapport à la situation, les gens n'aient pas les moyens de pouvoir s'installer. Aujourd'hui c'est notre but, on veut aider les frères, les collègues à pouvoir s'installer. Et puis ce que nous voulons faire, c'est pour aider les élèves sortants et des enfants qui sortiront plus tard, qui vont pratiquer la coiffure, les aider à avancer. Ce concours est très important pour nous. Ça permettra aux élèves de travailler, de prendre le travail au sérieux. Il faut dire que le SINAPSI, dans son souci de promouvoir les coiffeurs et esthéticiens de Côte d'Ivoire, a décidé d'organiser un concours national dénommé Langage des cheveux. Langage des cheveux, c'est une plateforme qui permet, n'est-ce pas, aux coiffeurs de Côte d'Ivoire de donner une expression à la chevelure. Parce que le thème Langage des cheveux est une manière pour nous de montrer nos talents et nos savoir-faire. Seul le coiffeur peut donner une expression, n'est-ce pas, à une chevelure, d'où le thème Langage des cheveux. Nous voulons que tous les coiffeurs qui voudront faire montre de leur talent, qui ont un talent caché en matière de coiffure et esthétique, de venir participer massivement à ce concours pour que le secteur soit également promu et que les autorités puissent comprendre que la coiffure existe bel et bien, il existe bel et bien des talents, il existe bel et bien des personnes qui veulent émerger, n'est-ce pas, dans le secteur de la coiffure. Monsieur le directeur, là nous sommes dans la pratique, ce n'est pas tout à fait loin de l'entrepreneuriat. Ça peut être un point d'achèvement de ce que vous lancez très bientôt. Effectivement. Voilà, un ou deux mots par rapport à cette initiative de professionnels qui se mettent ensemble de façon, je vais dire, de façon volontaire pour installer certains, à partir d'un concours baptisé le Langage des cheveux, installer ceux qui n'ont pas de salon et donner des salons super équipés aux super vainqueurs. Bien, je pense que c'est une très belle initiative. Et je peux faire la relation avec la fête de Pâques. Puisque j'ai dit tout à l'heure que la fête de Pâques, c'est l'espérance d'un monde plus fraternel. Et quand vous voyez des personnes qui donnent aux autres, c'est l'espérance qu'ils donnent à ces personnes-là, qui, sans cette bonté, n'auraient pas pu avoir peut-être un salon pour travailler. Voyez. Donc, c'est une chose très importante que cette association est en train de faire et je voudrais les encourager. Très bien. Seydina, vous avez dit que notre système scolaire est tellement théorique qu'il y a beaucoup de déchets. Et si on initiait les élèves au métier de notre quotidien, c'est sûr qu'on aurait moins de déchets. Donc, ce genre d'initiative, quelle approche vous faites de cette initiative-là? Oui, pour moi, c'est salutaire, mais en même temps aussi, il faut que ça soit bien organisé, bien nettoyé. Parce qu'on dit le langage des cheveux. J'espère que ça s'appelle le langage des mèches. Parce que ça a bien dit le langage des cheveux. Parce que dans toute chose, toute action qu'on doit poser en Afrique, il faut que ça parte dans le sens du développement de nos traditions et de nos coutumes. Je pense très bien que la coiffure, je l'ai 1000 fois dit ici, que la coiffure est d'origine africaine. La mode, la coiffure est toute d'origine africaine. Et je pense qu'en initiant ce genre de formation, d'abord, ça va permettre de bien organiser le milieu. Et c'est dans ce seul milieu aussi que j'ai découvert que les hommes luttent pour leur émancipation. Les hommes luttent pour leur émancipation. C'est ce que je suis en train de dire dans ça. Parce que généralement, la coiffure, de manière naturelle, est faite par les hommes et par les femmes. Et nous avons remarqué que les hommes qui travaillent, 90% veulent devenir femmes. On a l'impression qu'ils luttent pour leur émancipation en tant que devenir femmes, veulent ressembler à des femmes. Donc tout ceci... Vous venez de dire des choses là. Oui, je sais, parce que... Voyez-vous, vous dites qu'il ne s'agit pas de langage de mèche, mais langage de cheveux. Justement. Mais là, les hommes luttent pour leur émancipation. Parce que généralement,
90% des hommes qui sont dans ce métier-là, on a l'impression qu'ils veulent forcément devenir des femmes. Non, parce qu'ils s'entretiennent bien. Non, ce n'est pas le fait de s'entretenir, c'est le fait de vouloir devenir femme, mettre de commenter la peau, etc. Donc, c'est pour dire qu'ils peuvent faire ce métier sans vouloir devenir femme, sans s'émanciper en tant qu'homme là-bas. D'accord. Merci beaucoup à Seydina. Destination N'Djamena. Sonia Nyamke doit être en ligne et c'est notre dernière pause bien avant le débat. Sonia, bonjour. Bon. Le temps de pause est un peu long. D'accord, Sonia, nous avons un petit temps de retard dans la communication. On vous écoute concernant ce que vous avez à dire par rapport au lundi de Pâques et aussi par rapport aux activités culturelles qui se sont déroulées du côté de N'Djamena au Tchad. Effectivement, en essentiel, nous savons tous que les chrétiens du monde ont célébré hier dimanche la résurrection du Christ. Alors, je profite pour vous dire un petit peu en retard, dans cette de Pâques, on sort dans lundi de Pâques à tous. Mais c'était aussi la fête de l'indépendance du pays de Vatican. Je parlais du Sénégal et à cet effet, toute la communauté sénégalaise vivant au Tchad a fêté les 55 ans d'indépendance du Sénégal. L'ambassadeur n'a pas pu être présent, malheureusement, mais il a permis à son représentant de ce fête d'être là. Alors la fête était très belle, il y a eu plusieurs communautés invitées, la communauté ivoirienne, camerounaise, congolaise, béninoise, c'était là pour soutenir tous nos fêtes et déclarés, qui étaient un peu de partie de la fête de dépendance. Donc voilà, donc, on a fêté la Pâques, on a aussi fêté l'indépendance du Sénégal. Merci beaucoup Sonia. Nous vous retrouverons le lundi prochain. Bien des choses à ceux qui nous suivent depuis N'Djamena au Tchad. Belle solidarité africaine face à cette célébration de l'indépendance du Sénégal. Un pays frère aux autres pays du continent africain. On passe de l'autre côté pour s'intéresser à l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Nous allons à la découverte de cette nouvelle donne dans notre système éducatif. On garde le contact. Lundi, à la découverte de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Mardi, utilité et avantages de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Mercredi, le hip-hop a-t-il un bon avenir en Afrique? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Bien, retour en plateau, 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, plus 225 22 42 54 pour ceux qui appellent de l'étranger, facebook.com/on garde le contact pour ceux qui sont habiles avec un smartphone, un téléphone, un ordinateur ou une tablette. Monsieur le directeur, on ne pourra pas aborder le sujet sans prendre votre opinion par rapport à ce qui s'est passé au Kenya parce que nous sommes toujours dans l'éducation. Vous avez suivi comme nous, via les médias, ce qui s'est passé au Kenya. Nous voulons vous entendre là-dessus. Bien, merci. Je voudrais dire par rapport à l'attentat qu'il y a eu au Kenya que c'est déplorable de voir des jeunes gens, parce que ceux qui font ces attentats sont bien des jeunes gens. Des jeunes gens qui prennent une bombe et qui entrent dans une université et qui font exploser cette bombe. Et ce que je voudrais dire, c'est que parmi ces jeunes gens, et selon bien sûr certains médias, il y a un jeune homme qui est un ingénieur.
qui avait vraiment une carrière très prometteuse et qui, malheureusement, avait disparu pendant 2 ans. Et on le retrouve là, en train de commettre un attentat. Alors, je voudrais dire que tout ceci pose des problèmes d'éducation. Moi, je pense qu'il faut aller à ce niveau. Ça pose des problèmes d'éducation. Et on revient un peu à l'UNESCO qui dit la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut établir la barrière. Et l'une de ces barrières importantes à établir, c'est l'installation des valeurs chez les jeunes. Et l'entrepreneuriat fait référence à ceci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On aimerait avoir les généralités par rapport à l'entrepreneuriat scolaire, qui est une importante innovation, vous le dites, hein, dont le développement dans le système éducatif a été autorisé en Conseil des ministres du 13 janvier 2015. Donc vraiment, c'est récent. Alors, c'est pour cette raison qu'on découvrira ça aujourd'hui avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme définition par rapport à l'entrepreneuriat en milieu scolaire? Bien, merci. Je voudrais à ce moment dire merci à vous-même, aux autorités de la RTI, au directeur général, qui a autorisé que nous puissions avoir des tranches d'antenne pour parler de cette innovation. Et c'est donc au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale que je suis là pour parler de l'entrepreneuriat qui, comme vous le dites, a été autorisé par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui, à l'instar de plusieurs gouvernements dans le monde, aujourd'hui, veut développer l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Je voudrais dire qu'en général, l'entrepreneuriat fait référence à l'entreprise, aux compétences, aux aptitudes à acquérir pour être un bon manager, un bon administrateur, un bon gestionnaire d'entreprise. Au niveau de l'école, l'entrepreneuriat scolaire prend plutôt un sens, une valeur éducative. Vous voyez, la finalité de l'école, c'est de préparer la jeunesse d'aujourd'hui à intégrer la société, à la développer. Donc, il est important que toutes les approches pédagogiques œuvrent pour rapprocher l'école de la société. Les acquis disciplinaires doivent pouvoir être réinvestis en activités qui rapprochent les enfants de la société. Je dirais par exemple que quand vous faites des mathématiques, je prends un exemple, vous faites par exemple des statistiques en mathématiques, les statistiques doivent pouvoir permettre de créer un projet de sondage. Quand vous faites par exemple les sciences naturelles, vous faites de la chimie, ceci doit pouvoir être réinvesti en agronomie, en projet de pépinière. Quand en classe, vous faites la géographie, vous faites des études sur la solidarité, cela pourra être investi en des projets de solidarité, en des projets de bénévolat au service de la population. Donc, il est important que les acquis disciplinaires soient réinvestis dans l'école, dans la vie en dehors de l'école. En conséquence, entre 2 diplômes, on pourrait être utile. Absolument. Voilà, même si on n'a pas atteint un cap ou un absolument, niveau, absolument. On n'est pas forcément un déchet de la société. Oui, c'est ça l'entrepreneuriat, qui est une stratégie qui va faciliter cette ouverture de l'école sur le milieu immédiat et dans la société. L'enfant qui abandonne l'école, il sort de l'école, j'aime mieux ce mot, puisque l'enfant qui sort de l'école, à partir du CM2, à partir de la 3e, à partir de la terminale, est déjà apte à pouvoir entreprendre, apte à pouvoir investir ses compétences dans une activité lucrative. Voilà. Vous êtes le directeur de la vie scolaire. On a envie de dire que, vu le taux de chômage, vu le nombre de jeunes désœuvrés, le déclic devait partir très tôt. Pourquoi maintenant? Je dirais que ces activités existent bien. Parce que vous avez la loi sur l'enseignement qui dit bien, en son article 30, que l'école doit pouvoir déboucher sur la communauté. Et c'est pour cela que il y a eu création par décret en 1968 des coopératives scolaires qui
qui doivent faire ce travail. Bon, malheureusement, les coopératives ont été de plus en plus délaissées par rapport à certaines faiblesses de notre système éducatif. Voilà. Et aujourd'hui, l'État s'est rendu compte que malgré ce délaissement, il y a des acquis. Et demain, nous allons vous présenter des activités coopératives initiées dans l'école. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais l'État a dit qu'il faudrait qu'on renforce. Parce que les coopératives ont toujours été réalisées et sans une véritable méthodologie. Dans l'entrepreneuriat, les coopératives seront réalisées sous forme de projets. On apprendra déjà les enfants à faire des projets, à élaborer des projets, à les mettre en œuvre. On reviendra à ça demain. Voilà. Bon, on était dans la définition, avant que Seydina Chérif Ahmed prenne la parole, on était dans la définition. Là, on va s'intéresser au comment. Comment comptez-vous mettre ça en marche? Est-ce qu'on va mettre en route des nouvelles matières ou est-ce que il y a des ouvrages qui seront au programme? Comment est-ce qu'on compte mettre ça en route? Bien, il faut le dire, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une matière enseignée. L'entrepreneuriat va, pour utiliser ce mot, va entrer dans toutes les matières. Parce qu'il faut installer la culture entrepreneuriale au sein de toutes les matières. Je disais tout à l'heure que l'entrepreneuriat, ce sera le réinvestissement des acquis vers des projets bien déterminés. Si on a appris les mathématiques, si on a appris les sciences, si on a appris la physique, si on a appris la géométrie, cela doit pouvoir servir pour l'enfant à élaborer un projet. C'est en cela... Alors, je dirais que c'est une valeur structurante. Parce que du CP1, sinon même de la maternelle, jusqu'à l'université, cet entrepreneuriat doit pouvoir permettre de construire les enfants sur des valeurs. Parce que n'oublions pas qu'il y a des qualités qui sont des qualités entrepreneuriales. Le travail en équipe. Le travail en équipe, vous êtes à la télévision, vous savez que le travail en équipe est une chose importante. Et ça, ce sont des valeurs qu'il faut inculquer aux enfants. L'endurance. Vous commencez un projet et il y a un échec, il faut repartir, il y a un autre échec. Mais vous aboutirez toujours à une réussite. Voyez? Il y a le goût du risque. Il y a le stress, la résistance au stress. Vous savez que notre monde aujourd'hui est un monde de stress. Il faut pouvoir résister au stress pour pouvoir faire une entreprise jusqu'au bout. Voilà. Donc, je dirais que c'est un enjeu important. Un enjeu important pour l'école, un enjeu important pour le gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure d'insertion sociale. C'est un enjeu important pour l'insertion sociale. Très bien. Nous parlons d'entrepreneuriat en milieu scolaire. Nous recevons le directeur de la vie scolaire, M. Efimbra Nicolas, Seydina Chérif Ahmed. Vous avez pris beaucoup de notes. Oui, quand j'ai écouté M. le directeur, je pense que c'est une initiative qu'ils vont essayer de mettre en application, mais vous m'excusez, mais je vais dire que déjà je vois des insuffisances dans cette démarche-là, parce que c'est comme la matière ECM qui existait avant, éducation civique et morale, qui apprenait aux uns aux autres d'être disciplinés, de travailler, etc. Le civisme. Le civisme et autres, mais malheureusement il n'a rien donné. Moi je pensais, quand j'ai entendu entrepreneuriat en milieu scolaire, je pensais plutôt sur l'action par rapport à l'éducation. Parce que par rapport à l'éducation, nous serons toujours dans la théorie, nous serons toujours dans la même chose. Il faut se mettre ensemble, etc. Or, le monde d'aujourd'hui, c'est que c'est le monde d'action. Pour moi, c'était d'introduire peut-être certaines activités à l'école, c'est-à-dire qu'à partir de CM2 ou bien à partir de la 6e, orienter les élèves à aller apprendre l'électronique, aller apprendre l'informatique, aller apprendre la menuiserie, aller apprendre la maçonnerie, etc. Pour moi, c'est comme ça que moi j'entends l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Là, quand la personne finit, la personne ne devient pas quelqu'un qui va aller faire des projets encore, la personne devient quelqu'un qui peut déjà s'installer. Pour moi, c'est comme ça que je voyais la chose. Est-ce qu'il a bien compris? Je crois que notre ami n'a pas véritablement compris ce que je dis. L'entrepreneuriat n'est pas théorique. C'est de la pratique. L'entrepreneuriat est de la pratique. Oui. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que
l'entrepreneuriat, et là je répète, c'est un réinvestissement des acquis que les enfants ont en projet pratique. Et c'est ce projet-là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que demain, comme vous dites, on va rentrer dans un peu plus précis. Ce sont ces projets que les enfants vont élaborer et exécuter à l'école, qui va installer en eux des valeurs et qui va installer dans la pratique, comme il dit. Parce que nous ne sommes pas à orienter nos enfants à aller faire immédiatement tel métier. Non. Nous sommes à leur donner des capacités d'entreprendre, à connaître les métiers et à pouvoir les pratiquer s'ils sortent de l'école. Très bien. Ce que je voulais, avant que M. Déter continue... Permettez-moi, nous allons aux États-Unis retrouver M. Boisdélé qui est au standard depuis un moment. Boisdélé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon lundi de Pâques à vous. Le sujet vous intéresse certainement. On vous écoute. Oui, le sujet m'intéresse. Moi, je pense que c'est un sujet pertinent. Quand nous parlons d'une émergence économique à travers la transformation structurelle et politique de développement productif en Côte d'Ivoire, mais sans pour autant chercher à ouvrir une contestation critique sur une éventuelle causalité entre les valeurs étymologiques de l'innovation et l'entrepreneuriat, je pense que nous devons plutôt parler de l'innovation. L'innovation et la créativité. Dans les écoles américaines, on n'enseigne pas forcément l'entrepreneuriat, mais nous enseignons l'innovation et la créativité aux enfants, puisque l'entrepreneuriat est l'action de créer de la richesse et de l'emploi. Donc un entrepreneur, une personne qui s'engage dans cet effort, mais l'innovation implique la conversion de nouvelles connaissances dans un nouveau produit. Alors, il faut plutôt mettre l'accent sur l'enseignement dans les écoles ivoiriennes de programmes qui permettent aux enfants d'avoir l'idée d'innovation, de créativité, et cela se fait, par exemple, dans la mise en place dans des écoles projets sur lesquels les enfants peuvent travailler. L'entrepreneuriat ne va pas forcément s'opérer dans le corps primaire, mais peut-être au collège quand vous avez des business schools. Donc c'est cela que je voulais apporter. Si vous avez des gens qui sont créatifs, ces gens, dans l'avenir, pourront, par exemple, prendre leurs idées et l'innovation, les idées innovatrices, pour transformer ça en service et produit pour être vendu sur le marché. Voilà. Merci beaucoup. Merci Boisdélé. Excellent lundi à vous, monsieur le directeur. Je pense que notre ami des États-Unis a défini, a parlé de l'entrepreneuriat scolaire. Et parce que, comme je l'ai dit, il y a les activités pratiques. En fait, il faut que je le souligne, que tout le monde l'entende, que l'entrepreneuriat n'est pas une matière enseignée, ce n'est pas de la théorie. Ce que je suis en train de dire, c'est que désormais, ce que l'enfant apprend en classe doit être investi dans des projets. Et en même temps que les projets se réalisent, se mettent en place, on y introduit des valeurs. Il y a parlé de créativité. Et vous savez, la débrouillardise, la détermination, l'engagement, l'esprit d'équipe, l'initiative, tout ça, ce sont des valeurs qu'il faut intégrer, un package de valeurs intégrées aux activités. Les coopératives sont des outils de l'entrepreneuriat. C'est des micro-entreprises dans l'école. Et comme je dis, demain vous verrez des activités coopératives. C'est des micro-entreprises. Mais je dis, désormais, à ces activités, il faut introduire des valeurs. Très bien. Et qui préparent l'enfant à entreprendre demain. On n'est pas aujourd'hui à former des électroniciens, à former. Mais à l'école, il peut avoir des projets d'électronique qui vont permettre d'orienter l'enfant. Parce que si vous prenez l'enfant, l'enfant naît dans une famille. Et quand il naît dans la famille, l'enfant a des potentialités innées. Ce potentiel inné en lui. Déjà, l'entrepreneuriat commence à la maison, puisque les parents vont apporter des valeurs ajoutées à cet enfant. Cet enfant va aller à l'école. Donc, il y a un lien à faire entre la famille, l'école
et même de la communauté, parce que les activités que l'enfant va faire, les projets que l'enfant va faire, si c'est un projet d'agriculture, il a sémé, ou bien il a fait des pépinières de tomates, il a les tomates, mais la tomate sera vendue. Et ceci pour le bien de l'école, parce que l'argent qui va être recueilli va permettre d'entretenir l'école. Donc il y a l'entreprise. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que l'entrepreneuriat, dont les questions, c'est pour le bien de l'élève ou c'est pour le bien de l'école? Mais ce que je voulais dire, nous savons très bien que l'éducation nationale a le devoir de former des citoyens types pour des gouvernements par rapport aux visions de ces gouvernements-là. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle d'émergence 2020. Est-ce que ce type d'entrepreneuriat dont le directeur en parle peut permettre au gouvernement de Côte d'Ivoire d'atteindre ces objectifs de, comment on appelle ça, l'émergence 2020? Est-ce qu'il avait dit que ça s'inscrivait dans ce je cadre? viens. Parce que non, dans un système scolaire, dans une nation, je pense que le chef de l'État ou le gouvernement a sa vision de développement. Et le ministère de l'Éducation nationale a devoir maintenant de former les citoyens dont le gouvernement a besoin pour atteindre ces objectifs. C'est pour ça que je dis, nous sommes dans un cas pratique ici en Côte d'Ivoire où on parle d'horizon 2020, émergence 2020. Ça suppose que s'il y a une nouvelle politique dans les systèmes scolaires, ça suppose que c'est pour pouvoir atteindre l'objectif de l'horizon émergence 2020. Est-ce que l'entrepreneuriat scolaire dont le décret a été signé en janvier peut répondre à ces objectifs-là? Moi, je veux dire, même si c'est la question qui me... Je vais répondre. Alors, allons-y. Sinon, je pense que même si on n'a pas été utile pour 2020, on peut être utile dans la vie. Non, même c'est simple, c'est utile pour 2020. Pourquoi? C'est utile pour 2020. Pourquoi? Et nous avons aujourd'hui le fait que nos systèmes éducatifs génèrent des personnes qui sortent de l'école et qui ne savent rien faire de leurs deux mains, les 10 doigts. Alors, je continue. Alors, l'entrepreneuriat scolaire va permettre de former des gens qui, à quelque niveau que ce soit, c'est-à-dire le niveau du primaire, du secondaire, de l'université, peuvent eux-mêmes élaborer un projet. Élaborer un projet, ce n'est pas donné à tout le monde. Élaborer un projet, le concevoir donc, et ensuite l'exécuter et en faire le suivi et évaluation de ce projet. Donc il leur donne des compétences. Si un enfant sort au CM2, cet enfant ne restera plus inutile. Cet enfant va pouvoir faire quelque chose pour pouvoir contribuer à l'émergence. Aujourd'hui, vous avez des jeunes gens qui sortent et qui ont fini leur doctorat, qui ont fini leur maîtrise et qui sont obligés d'écrire à des entreprises. Mais l'entrepreneuriat scolaire va permettre à ces jeunes gens sortis de l'université de pouvoir, de façon automatique, pouvoir eux-mêmes devenir des entrepreneurs parce qu'ils vont... Voilà. Alors, ça donne plus des actions que l'éducation. Tout ceci s'accompagne. Tout ceci va s'accompagner, bien sûr, de mesures, de dispositions. J'entrerai dans le détail prochainement. Mais c'est pour dire que notre ami, il faut qu'il soit convaincu que toute action doit être accompagnée d'éducation, de valeurs. Je prends c'est sur un plateau qu'un chef religieux a dit ceci. Vous formez un enfant physiquement, uniquement, il devient très fort, il est un danger. Vous le formez intellectuellement et physiquement, il devient très rusé et très fort, il est plus qu'un danger. Vous le formez intellectuellement, physiquement, moralement, avec toutes les valeurs, il devient un agent de développement. Merci beaucoup. L'éducation de l'enfant doit pouvoir s'accompagner. Donc, l'entrepreneuriat scolaire, en même temps qu'il y a l'action, en même temps des valeurs sont inculquées aux enfants. Merci beaucoup. Monsieur Efimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire, a été notre invité ce jour pour parler de l'entrepreneuriat.